Bonjour à toutes, tous. On va attendre 1 ou 2 minutes le temps que les autres arrivent pour commencer. On commencera à 35 piles, hein, mais peut-être même un peu avant. Bien, on commence à être une petite dizaine. Si vous pouvez mettre dans votre nom si vous êtes mentoré ou mentor, ça nous aidera à savoir un petit peu mieux, parce que vous êtes très nombreuses et c'est pas toujours évident pour nous. N'hésitez pas non plus à allumer votre caméra, ce sera plus sympathique de tous se voir, puisque là, c'est un cercle de discussion, si vous le pouvez, évidemment. Merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc bon, je vais commencer doucement, les gens vont nous rejoindre tout en Bonjour. allant. Voilà, donc on va avec Camille aujourd'hui animer ce cercle de discussion sur l'équilibre de vie, donc vie professionnelle, vie personnelle. Je vais un peu plus animer et Camille s'occupera plutôt du chat. Je pense entre autres, si vous avez des questions pour ceux qui sont plutôt anglophones, n'hésitez pas à les poser en anglais dans le chat et Camille pourra y répondre. So just switch in English for this part. So we will discuss in French because the main Monties are French and probably easier for them to discuss in French about personal aspects. But Camille, who is animated the discussion circle with me, will be on the chat. And if you have question, you can ask in English, and she will answer in English. Voilà. Donc, comme je le disais, ce cercle de discussion sur les vies professionnelles, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc ça, c'est une grande, grande question. Si je peux juste faire une introduction avant de vous laisser la parole pour que vous puissiez vous-même soit poser des questions pour les mentorer, soit apporter vos expériences pour les mentors, mais ça peut être inversé aussi. Et c'est pour ça que je veux introduire sur cet aspect, parce que s'il y a bien une chose qui me semble important dans l'équilibre, enfin, il y a plusieurs aspects, mais celui qui me semble important, c'est que cet équilibre, en fait, il n'est pas fixe. Une fois qu'on en a trouvé un à un moment donné, il va perdurer jusqu'à la fin de notre vie. En fait, on change, on évolue, nos envies, nos besoins, notre environnement est différent, ce qui veut dire que l'équilibre, il faut toujours en retrouver un nouveau assez régulièrement, de manière à pouvoir bien vivre ces deux aspects de notre vie. Donc tout à l'heure, j'écoutais un podcast justement sur la question et la personne faisait une comparaison entre un vélo et une table. C'est-à-dire que les gens ont tendance à penser que trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, c'est un peu comme une table. Une fois qu'on a posé les, les, les pieds, c'est fixe, ça bouge pas, le plan de la table est plat et tout va très bien. Et en fait, elle disait non, c'est pas tout à fait ça un équilibre, c'est plutôt un vélo. C'est-à-dire que le vélo, bah, vous montez dessus, vous essayez de le tenir sur vos deux roues sans tomber. Des fois, vous devez accélérer, des fois, vous devez freiner parce qu'il y a une voiture qui arrive. Et en fait, vous devez être toujours en équilibre sur ce vélo pour que ça fonctionne. C'est un peu ça, hein, tout au cours de notre vie. Donc, c'est pour ça que je dis que les mentors aussi continuent à essayer de trouver leur équilibre. Voilà. Donc, je commence un peu sur cette introduction. Voilà. Donc, on peut peut-être commencer pour vous aider. Donc, on a 1 heure, hein. On peut peut-être commencer sur une première question pour vous aider à contribuer. Donc, l'idée étant de définir pour vous ce que c'était que la notion d'équilibre ou de déséquilibre. Donc, la définir, ça peut être aussi nous donner un exemple de ce que vous vivez et qui, pour vous, vous pose un D'accord. souci. Si vous voulez prendre la parole, soit vous levez la main et je vous la donne, soit vous,
Vous la prenez, la parole. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur justement cette définition de l'équilibre ou du déséquilibre en termes d'expérience ou de questionnement? Non? Je pense au mentoré, peut-être vous avez des questions. Donc bon, si on reprend, nous on avait regardé sur la définition qu'on peut trouver sur Internet, hein, ce qu'on appelle l'équilibre de vie, euh, qui finalement englobe l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, c'est être capable d'avoir des horaires réguliers de travail et temporisés, c'est-à-dire d'être capable d'arrêter à un moment donné le travail pour passer sur cette autre vie, d'avoir un lieu de travail agréable. Donc ça, c'est la définition que je vous donne, qu'on a trouvée, hein. Horaire régulier de travail et temporisé, lieu de travail agréable, capacité à déconnecter, frontière entre vie de famille et sphère professionnelle. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des choses à dire? Un point qui était revenu régulièrement euh, dans les anciens cercles de discussion à ce sujet, c'était justement il n'y avait pas vraiment de frontière en fait fixe entre le privé et le public et que des fois couper le soir ou pendant les vacances, c'était pas évident et qu'il fallait peut-être voir ça plus comme euh, j- être toujours dans un équilibre, donc comme sur le vélo, mais que cette barrière, elle pouvait évoluer d'un moment à l'autre, qu'il y avait des moments où n'aurait plus euh, la partie pro demanderait plus d'attention ou de temps, et qu'il y aurait des moments où on aurait plus de temps pour la partie perso, et que ça, c'était plus du coup à gérer sur un équilibre sur une période longue et non pas forcément sur une semaine, passer exactement tant de temps dans Mhm. le pro ou tant de temps sur le privé, etc. Je crois que ça avait été cité comme des moments calmes et des moments plus intenses dans la vie pro qui du coup avaient forcément un impact sur la partie perso, et que c'est aussi sur ça qu'il fallait jouer, en fait, les anticiper pour pouvoir le vivre au mieux. Bah, surtout dans nos métiers, hein. Oui. On a des métiers qui sont extrêmement prenants, on est passionné par ce qu'on fait. C'est des fois difficile de se dire, bon, allez, 17 heures, j'arrête tout, je rentre à la maison et j'y pense plus jusqu'à demain matin 9 heures, quoi. C'est pas toujours aussi simple que ça, aussi blanc et noir, j'ai envie de dire. Et c'est vrai ce que tu disais, si je peux le dire autrement, mais cette idée qu'il y a des périodes où en effet on va avoir des rushs professionnels et on sait que ça va être un peu plus prenant que. Et puis, mais se dire que c'est à un moment donné seulement et qu'après on peut revenir sur quelque chose de plus équilibré ou prendre un peu plus de temps après coup sur sa vie perso pour rattraper un petit peu. Euh, je pense que oui, cette idée de se dire que pour trouver un bon équilibre, c'est l'histoire de la table, hein, de dire des choses strictes, on arrête à telle heure, on reprend à telle heure, et puis j'ouvre pas mon ordi, j'ouvre pas mon téléphone. C'est pas simple, hein. Moi, je suis pas sûre d'arriver à faire ce genre de choses. Il faut un peu de souplesse, un peu de flexibilité. Bonjour à tous. Bonjour Moi, Françoise. je suis mentor pour la première fois cette année. Mais bon, voilà, j'ai eu 3 enfants, j'ai une carrière de chercheuse, donc bon, j'ai été confrontée à ce genre de problème. Je crois que le piège, c'est de se laisser engouffrer et de pas et de s'apercevoir à un moment donné qu'on n'a plus de temps pour soi ou on n'arrive plus à parce que on programme, enfin, parce que les choses dans notre activité, en particulier pendant le doctorat, c'est particulièrement vrai parce qu'en plus on a des pressions, on a des échéances, on a des pressions pour publier, pour voilà, pour obtenir des résultats, etc. Donc beaucoup d'entre nous, c'est pas vrai pour tout le monde, mais beaucoup d'entre nous ont tendance à en faire toujours plus, à rester plus tard, à programmer plusieurs manips en même temps pour celles qui expérimentent, etc. Et donc, on arrive à un moment d'épuisement, en se disant, mais tout le monde nous dit, mais il faut que tu prennes des vacances. Et on se dit, c'est pas possible, je peux pas prendre de vacances en ce moment. Voilà. Donc, c'est en fait,
Je crois qu'il y a un mot qui a été prononcé, je parle de vous deux, je ne sais plus laquelle, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que on peut avoir forcément dans notre métier et en particulier quand on est en doctorat, avoir des périodes extrêmement intenses de travail où on est vraiment, où on peut pas, on continue à penser au boulot sous la douche, dans les transports, etc. parce qu'on est complètement pris. Mais euh, on sait qu'on peut pas tenir 3 ans comme ça, c'est pas possible. On y laisse sa santé, ou voilà, ou pire. Mais je sais pas ce qui est pire. Mais bon, enfin bref. Euh, ou des relations amicales, ou enfin bon, voilà. Et donc, pour éviter ça, quand on sent que ça devient lourd, que ça devient dur, et puis surtout que dans l'entourage, on ressent, alors ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, hein, on a tendance parfois à penser que les autres attendent de nous plus, mais si c'est pas clairement formulé, il faut se poser la question si ça vient de nous ou si ça vient pas de nous. Euh, euh, il faut anticiper et se dire, bon, quoi qu'il arrive, je pose des vacances pour telle date et voilà, je préviens tout le monde et j'organise en avance le congé où je suis sûre de décrocher, c'est-à-dire je fais quelque chose, je reste pas chez moi toute seule à me dire tiens je vais me reposer. Non, je vais me reposer ailleurs avec d'autres gens qui parlent d'autres choses, qui ne vont pas me poser des questions, etc. C'est pas toujours facile à faire. Donc ça, c'est pour le long terme. Et je pense qu'il est extrêmement sain, même si on a l'impression de ne pas avoir le temps, d'avoir des activités sportives, d'avoir des activités associatives, alors l'un ou l'autre ou les deux, enfin bon, voilà, selon sa personnalité, je sais pas, aller euh, faire du sport en équipe ou du théâtre ou aller dans un club de cinéphiles, enfin je ne sais pas, mais avoir un autre centre d'intérêt où d'autres gens vous disent, allez, t'es pas venu la dernière fois, tu viens cette fois-ci, ne nous laisse pas tomber, etc. Parce que c'est équilibrant et parce que notre cerveau a besoin de décrocher. Et Même j'ajouterais, si, François, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste une petite parenthèse, je te rends la parole après. Ces choses à faire, c'est pour soi. oui, C'est-à-dire, c'est super hein, d'aller s'occuper de ses enfants, c'est super d'aller s'occuper de ses parents, c'est super de s'occuper des autres. Mais à un moment donné, il faut s'occuper de soi. C'est ça, le moment où on peut se régénérer. c'est pour ça que j'ai parlé d'activité Mm, physique et que j'ai pas parlé tout à s'occuper fait. d'aller faire son ménage ou d'aller s'occuper de ses enfants. Effectivement, celles d'entre nous qui ont des enfants, ça rajoute une couche. Ouais. C'est clair. Mais trouver Euh, un peu de temps. Et c'est vrai que le sport, la musique. moi, j'ai Mm, été 17 ans en temps partiel. ouais. Parce que un jour, voilà, j'avais 3 enfants en bas âge et une de mes collègues et amies qui avait aussi des enfants m'a dit, tu vas craquer, mets-toi à temps partiel parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Et effectivement, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et sur le moment, je me suis dit, je vais pas y arriver. Bah, finalement, voilà, hein, je suis arrivée au bout de ma carrière. Je suis à la retraite maintenant, donc non, mais ça a été dur pour moi d'accepter de rester à la maison un jour par semaine. Au début, j'étais extrêmement culpabilisée. Ouais. Est-ce que l'une d'entre vous veut en tout cas les mentorer, voudrait poser une question sur une difficulté que vous rencontrez dans ce domaine de l'équilibre vie privée? Oui, Juliette? Bonjour, merci. Alors moi, c'est presque un peu le... Il y a une inversion en fait qui s'est passée avec l'arrivée de mon bébé. Voilà, je suis devenue maman au cours de la première année de thèse et j'avais l'habitude jusqu'ici de travailler, d'avoir des heures de travail assez efficaces en fin d'après-midi, début de soirée, ou voilà, d'avoir des moments de travail avec des périodes très intenses et puis voilà, des périodes un petit peu plus enfin, un petit peu moins chargé. Et ça, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est plus possible du tout. Donc là, moi, je suis pas face à une difficulté à décrocher, mais plutôt à une difficulté à être efficace dans les temps où je peux travailler.
et qui sont en fait assez limitées et qui sont très strictes parce qu'il y a un moment, il faut que je quitte le bureau pour aller chercher mon enfant. Donc, je sais que je pourrais pas retravailler dans cette journée-là sur une tâche en particulier. Donc, c'est plutôt cette difficulté-là d'être efficace sur des créneaux horaires fixes et imposés en fait que je trouve difficile. Retrouver un nouvel équilibre. Ouais, tout à fait. Oui, je comprends très bien parce que moi aussi, ça m'arrivait. En fait, dans la journée, je comprends ce que vous dites, ce que tu dis. Enfin, je sais pas quelles sont les pratiques, mais euh, euh, moi aussi, je travaillais quand tout le monde était parti. En fait, j'étais efficace quand tout le monde était parti du bureau et que voilà. Et donc le reste du temps, bon, alors j'ai pas eu mes enfants pendant mon doctorat. Donc j'avais voilà, j'avais une équipe, etc. Et donc j'étais sollicitée tout le temps quand les gens étaient là. Donc effectivement, j'avais l'impression après que donc je rentrais tard. Et donc bon voilà, mes enfants ils en ont un peu pâti quand même. Ils étaient en âge scolaire, mais comment dire, je je comprends ce que vous dites. Et alors avec le recul et un peu plus d'expérience, j'ai l'impression quand même que en tout cas c'était pas tout à fait mon cas, mais j'avais d'autres collègues qui avaient réussi à le faire. C'était quand même d'avoir un programme de travail euh, journalier ou hebdomadaire bien calibré et de ne pas accepter de faire des tâches supplémentaires dans ce cadre. C'est-à-dire, bah, je suis là, je travaille, et là, en ce moment, je fais ça, donc je ne suis pas disponible. Si je regarde pas mes mails, et si quelqu'un a besoin de moi, alors si c'est le technicien qui fait mes manips ou si c'est mon directeur de thèse qui a besoin de quelque chose, effectivement, c'est difficile de lui refuser de répondre. Mais voilà, de limiter au minimum comment? Les, Interférence. les interférences, oui, oui, les événements qui déconcentrent. Parce que c'est ça qui est épuisant. Et quand on est dans quelque chose, s'il y a le bip du mail qui bip et que chaque fois on va regarder ce que c'est parce qu'on se demande si on répond tout de suite, etc., on est chaque fois déconcentré, reconcentré. Ouais, ouais, tout Je à sais pas fait. si ça vous parle, si ça correspond à votre souci. Et donc, effectivement, on n'est pas efficace. On ne peut pas être efficace. Gwenaëlle, tu voulais prendre la parole? Oui, bonjour à toutes. Alors, je voulais Bonjour. intervenir sur deux points. Il faut, se mettre à 80% pour s'occuper de ses enfants, etc. C'est louable. Il faut veiller à ce que ça ne soit pas une arnaque au niveau temps et salaire, sachant qu'en plus, au niveau des retraites, on le voit, on est quand même impacté. Ça, c'est Je personnel. Il confirme. faut J'ai pris ma dealer retraite direct. récemment, donc je confirme. Il faut dealer direct avec son conjoint. Moi, je vous encourage à faire la formation priorité parce qu'on se rend compte qu'il y a l'horloge aussi du temps, notre horloge circadienne et qu'on bosse très bien, par exemple, le matin ou après 4 heures, comme disait Juliette. Et de 4 heures à 6 heures ou 7 heures où on bosse super bien, le cerveau est super concentré, il faut arrêter les notifications, il faut arrêter de vérifier ses mails et il faut essayer de dealer, de ne pas avoir à courir pour aller à la crèche au moins une ou deux fois par semaine. Parce que c'est ce moment-là où le cerveau bosse le mieux. Et comme par hasard, c'est pas là où on retrouve les papas à la sortie de l'école. Ils sont là le matin, ils déposent les enfants, ils font, c'est super, super, waouh. Mais en fait, il faut. Enfin, moi, je vous encourage à dealer ça si c'est vraiment l'équilibre de temps de vie avec les enfants petits. Moi, j'ai complètement merdé et je peux donc d'autant plus le dire librement. Si c'était à refaire, je ferais complètement autrement. Mais il faut faire aussi en fonction de son horloge biologique. Et donc, voilà, il y a des moments, pas commencer au niveau créativité, pas commencer le matin à 9 heures à checker ses mails. Il faut bosser. Et pareil, entre 4 heures et 6 heures. Et voilà, je voulais intervenir là-dessus. Moi, je suis Oui. d'accord avec Gwenaëlle, hein, et le temps partiel, c'est vrai que ça permet de gérer et la maison et le boulot, mais il faut faire attention à ce que ce soit pas que vous qui gérez tout à la maison, quoi. C'est Oui, pas. oui. Enfin, bon, effectivement, mon conjoint n'a pas pris de temps partiel, hein. En Mais général, ils en prennent pas, non. non, mais c'est vrai et c'est vrai aussi que étant
chercheuse dans un établissement public de recherche, j'avais quand même des facilités, j'avais un statut de fonctionnaire. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus des situations qui sont accessibles à toutes. Mm. Euh, c'est ce que j'ai fait parce que je m'y prenais très mal et j'y arrivais pas. Mais bon, je dis pas que c'est la solution, que Ouais, c'est ouais. la solution pour tout le monde, Alors, hein. le temps passe, hein, parce qu'on est juste 1 heure. Est-ce qu'il y a une autre question d'une autre mentorée sur Dans un le point chat, je pense particulier? qu'il y a Caroline Mahler je Ah pense, oui, voudrait tout à avoir des fait. informations peut-être sur comment on déconnecte, comment on passe, si on a des conseils. Non, je ne sais pas, Caroline, elle dit Alors, pas prendre la parole. di- Mince. ce qui est difficile, je trouve, c'est de débrancher dans ses pensées, même au moment ou à programmer un repos. Effectivement, l'occupation dans une activité est probablement un bon moyen de forcer le cerveau à s'arrêter, oui, à breaker. Oui, tout à fait. Mais après, c'est vrai que moi, je pense, hein, c'est mon avis, c'est aussi très dépendant de vous. C'est-à-dire que chacun a son rythme, chacun a ses petits trucs. Et comme je le disais au début, ces petits trucs, ça marche à un moment donné, ça marche plus quelque temps après ou pour une autre situation. Chacun fait un petit peu les choses et organise les choses différemment. Je peux donner un exemple, hein, bon, voilà, j'ai aussi une fille, mais qui est une ado maintenant, j'ai plus d'expérience et je me suis encore là réalisé qu'il fallait que je m'organise dans mon temps de travail parce que j'avais du mal. Là, je l'ai fait il y a quelques semaines où j'ai réévalué la situation, quels étaient les besoins, qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce que je voulais garder dans mes activités parce que ça m'apportait du plaisir, qu'est-ce qui, dans mes objectifs, d'éliminer peut-être les choses en trop et qui n'étaient pas nécessaires et de réorganiser un petit peu les choses. Donc, vous voyez, on est toujours amené à se réorganiser, quoi. C'est important. Il y a une autre notion peut-être qui est intéressante là, c'est justement dans l'organisation, que ce soit aussi bien dans la vie professionnelle que la vie personnelle, c'est cette distinction qu'il y a entre l'urgent et l'important. Mm. Quand vous faites vos to-do list, je suis sûre que vous en faites, on en fait toutes, c'est bien que vous indiquiez, donc évidemment, le temps que vous mettez estimer le temps que vous voulez donner à chaque action que vous voulez mener, ça c'est toujours très utile. Mais ce que je voulais dire là, c'est qu'est-ce qui est urgent? Faites un tableau en 2 colonnes, mettez les choses urgentes où il y a une deadline et les choses importantes. Et faites attention parce qu'on se laisse toujours complètement déborder par les choses urgentes. Le problème, c'est que les choses urgentes ne sont pas forcément les choses importantes. Donc, il est important d'équilibrer aussi ces 2 colonnes, à savoir que bon, il y a des choses urgentes qui sont aussi importantes et OK, mais il faut toujours que vous fassiez les choses importantes, vous laissiez du temps aux choses importantes aussi. Et par exemple, une chose importante, c'est de prendre du temps pour soi. Donc, prenez le temps de prendre du temps pour vous, quoi. Il faut presque l'organiser, hein. Oui, Euh, c'est indispensable à mon avis de l'organiser, mm, de vraiment de le faire, de le faire de façon volontaire au départ, parce que la plupart d'entre nous n'avons pas forcément le réflexe de dire ben ça c'est pour moi, je prends du temps, je sais pas, je vais à la piscine ou euh, ce que vous voulez, hein, c'est comme vous voulez, mais voilà. Et je suis là pour personne pendant ce temps-là. Voilà, je m'occupe de moi. Une fois qu'on y a goûté et qu'on a pris l'habitude, après, on s'aperçoit d'abord que c'est très utile et que ça fait beaucoup de bien et on ne peut plus s'en passer. Mais au début, il faut se forcer. Parce que sinon, on a toujours, ah oui, c'est l'heure de ma séance, mais bon, tant pis, si tu peux pas à un autre moment, d'accord, je vais pas y aller cette fois-ci. Et puis, voilà, et petit à petit, et on a du mal à dire, bah non, je suis pas libre. Donc, il faut vraiment y arriver. Si c'est Enfin, moi, je dirais mm, qu'il faudrait que ce soit au moins 2 ou 3 heures par semaine. mm. Ah, tout le monde va trouver, oui, il faut le faire, ouais. Est-ce qu'il y a une autre question Oui, Andrea, je t'écoute. Et oui, André. bonjour. Moi, Bonjour. ben, j'ai pas d'enfant. Et du coup, c'est un sujet un peu différent pour moi. Et pour moi, ce qui est difficile des fois, c'est de ne pas revenir au défaut de pas prendre soin de toi quand il y a un retour des doctorants, des encadrants, quand tu es en thèse. Parce que je sens que j'essaye de trouver un équilibre entre ma vie perso et ma thèse.
Et quand je sens que je suis en train de le faire et j'essaye de pas travailler chez moi et je fais du sport, s'il y a un retour de ça c'est urgent, il faut faire ça, tu vas trop lentement, il faut soumettre, bah du coup c'est très facile pour moi de revenir au standard de Aux mais mauvaises mes habitudes. encadrants veulent que je j'ai pas de vie à côté, tu vois. Ah, parce que tes encadrants veulent que tu n'aies Et- pas de vie à côté, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais Ils te mettent, oui, ils c'est te dur de demandent pas beaucoup. sentir un peu de culpabilité de pas vraiment prendre 24 heures à penser à la thèse, quoi. Oui, je comprends. Et il y a beaucoup d'encadrants qui ont encore ce travers, on va dire gentiment, de considérer. Alors, c'est souvent des gens qui eux-mêmes travaillent beaucoup. C'est souvent des gens qui eux-mêmes consacrent beaucoup plus de temps de travail qu'à leur propre loisir et qui, comme c'est des encadrants, enfin c'est des gens expérimentés par rapport à des doctorants, ils sont plus efficaces que leurs doctorants. Enfin, ça, c'est en général le cas. Pas toujours, mais en général le cas. Donc, je pense que là, si vous ressentez une pression trop forte qui vous empêche de faire des choses qui vous sembleraient nécessaires pour votre équilibre, il faut que vous leur en parliez. Il faut que vous essayiez. Si vous avez peur de leur en parler directement, vous pouvez demander une médiation par quelqu'un que vous connaissez, qui les connaît et serait suffisamment neutre pour faire une médiation. Mais vous avez un contrat de travail. Votre contrat doctoral, c'est un contrat de travail. Vous êtes donc censé travailler. Alors, on est d'accord, hein, on n'est pas. Je suis pas sûre qu'André était, quand elle a mentionné ça, je pense que c'est plus en discutant. Je pense pas que c'était quelque chose qui allait jusqu'à à une médiation. Je sais pas, André, c'était. Non, mais c'est culpabilisant. Si c'est juste, euh, bon, ils me disent ça, mais moi je culpabilise, et donc du coup je vais avoir tendance. Donc si c'est juste sa réaction, mais il y a des encadrants qui disent c'est pas normal qu'elle travaille pas chez elle parce que voilà, quand on est en doctorat, moi quand j'étais en doctorat, Oui, non, il y a des encadrants qui disent ça, mais je sais pas si c'est le cas de ceux d'André. Gwenaëlle, tu voulais prendre la parole? Oui, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que il y a des moments où on aura des coups de bourre. S'il y a une histoire de papier, on va dire le retour sur investissement, ça vaut le coup. Si Oui. vous êtes premier auteur, si c'est votre premier papier de thèse, etc., il faut mesurer. Si c'est sur 3 ans, il y a de l'abus et maintenant on leur demande de faire attention. Je pense il faut aussi ne pas hésiter à discuter avec son encadrant et circonscrire, y compris dans le temps, la charge de travail, c'est pour combien de temps et il y a quoi au bout. Si c'est un papier, moi, je comprends l'encadrant si c'est vraiment d'avoir une figure. Je dis pas il faut à tout prix bosser le week-end. L'encadrant, il doit assumer ça. C'est à lui de bosser le week-end s'il veut bosser le week-end. Si jamais faut voir si c'est un coup de bourre, auquel cas, à un moment donné, ben oui, on se colle une pile, on y va. Et puis, si jamais c'est sur le long terme et qu'on s'épuise, non, ça non. Mais dans tous les cas, se mettre une petite récompense. Enfin, je veux dire, c'est pas délirant de se dire qu'on va aller se faire une marche, qu'on va aller se prendre un thé avec une copine ou un copain, un ciné. C'est pas fou. Et en plus de ça, alors ça, je vous partage quelque chose que j'ai lu sur le cerveau. Quand le cerveau, il a trop de paramètres à gérer, il gère pas très très bien. Ce qu'il faut faire, c'est lui dire, OK, je réfléchis à mon problème multiparamètres, j'arrête, je pense plus à ça, je vais faire complètement autre chose, y compris marcher, y compris faire ce que vous voulez. Et après, je reprends ça, et ça a été montré qu'on travaille, on solutionne beaucoup mieux et beaucoup plus vite les problèmes. Donc ça vaut le coup. Oui, 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 Et oui. En fait, effectivement, moi je crois qu'il faut parler. Il faut commencer par parler. Si les encadrants sont culpabilisants, il faut leur dire, écoute, je comprends qu'il y a un coup de bourre, je suis prêt à- comment, à faire le travail qu'il faut pour cet objectif-là, mais, euh, euh, mais tu peux me le demander sans me faire de reproches. Voilà, il y a aussi la façon dont c'est demandé qui peut être culpabilisant.
Oui, plusieurs choses. Si oui, vas-y. Attendez, je vais juste terminer, puis je vais donner la parole rapidement à Maya et Inara. Euh, donc, si, mis à part les problèmes évidemment de harcèlement ou avec une pression très importante qui nécessite évidemment une aide extérieure avec un médiateur, hein, mais dans le cadre d'une relation normale entre un encadrant et son thésard, il faut aussi que vous soyez capable d'établir ce que vous voulez et comment vous voulez le faire. C'est vous en fait, hein, et donc de ensuite discuter avec votre cadre en disant ben voilà, moi je peux pas dédier plus de temps que ça, et si c'est un problème on peut réorganiser le projet pour que quelqu'un d'autre prenne quelque chose en partie ou je ne sais pas. Mais voilà, c'est vous aussi qui êtes maître, on va dire, de votre temps. C'est important, éviter la culpabilisation parce que c'est jamais un très bon sentiment, ça. Inara, je pense que c'est toi qui as dû lever la main en premier, on t'écoute. On t'entend pas, Inara? Alors, Maya, le temps qu'il... Bonjour, Ah oui, est-ce que bonjour, vous... Inara. Oui. Oui, excusez-moi. Oui, je voulais justement... Alors, c'est un petit peu... Je sais pas si c'est complètement à part, mais je me sens un peu différente dans la manière dont vous décrivez un équilibre pour en sciences. Parce que pour moi, en fait, vous avez dit qu'on travaillait, on est scientifique, donc en fait, on fait ça par passion. Et donc, on vit la science. Donc, c'est penser à la science tout le temps, c'est assez inhérent au travail de la recherche. Au point où, par exemple, on va réfléchir à l'optimisation de nos protocoles pendant les trajets de tram, de bus. Enfin, ça me paraît normal. Et c'est aussi comme ça qu'on m'a vendu la thèse, qui était pendant 3 ans, tu n'auras pas de vie. Pour toi, ça sera la science et uniquement la science, pour te préparer à la vie de scientifique, qui est à peu près ça. Mais plus tard, il y aura un vrai équilibre dans le sens où ça sera équilibré. Et du coup, je voulais savoir, enfin, j'ai l'impression que ça me semble un peu déraisonnable ou utopique de parler de vrai équilibre quand on parle de travail scientifique ou de scientifique, parce que j'ai bien entendu la définition que vous aviez donnée au début d'équilibre, mais j'ai l'impression que c'est une définition qui est vachement propre à une certaine catégorie de travail qui n'implique pas la science. Pour moi, cet équilibre, elle est vachement différente. C'est donc pendant que je vais prendre mon RER, je vais être sur mon ordinateur, je vais travailler. Quand je vais être sur le trajet d'aller au cinéma avec des amis, je vais penser à l'optimisation de mes protocoles. Et j'ai vachement normalisé ça, j'ai l'impression parce que c'est quelque chose de normal de dire pendant 3 ans, ça sera ta vie, tu vivras science. Mais là, Et c'est pour ça que je comprends, enfin, j'ai un peu de mal à suivre le débat en me disant de vrai équilibre. Je comprends pas ce que vous voulez dire par vrai équilibre quand on est en thèse. alors là, tu dis quand on est en thèse que quelqu'un t'a dit que tu allais bosser pendant 3 ans non-stop et faire rien d'autre et qu'après tu pourras avoir un équilibre de vie. Là, je ne suis pas d'accord. Donc, premièrement, en thèse, on peut avoir tout à fait un très bon équilibre de vie. Tu as une de tes collègues, par exemple, qui a eu un enfant en première année de thèse. C'est un exemple de. On peut avoir. Il peut se passer d'autres choses pendant ta thèse que simplement travailler. Et puis, quand tu dis après, finalement, après la thèse, on peut avoir un équilibre de vie. Je peux t'assurer pour avoir été après la thèse, en post-doc et ensuite en travaux, c'est encore plus de boulot que pendant la thèse, hein, je peux t'assurer. Donc en fait, Faut pas les l'équilibre, décourager. ouais, non, mais l'équilibre de vie, c'est pas la situation qui te le permet ou pas, c'est toi qui décides de la mettre en place ou pas. Elle a des- euh, oui, si je peux rajouter une chose, quand on dit équilibre, pendant une thèse, on travaille beaucoup, énormément. C'est normal. Et puis, c'est vrai aussi que quand on est un scientifique un peu passionné, on travaille aussi beaucoup, énormément. Mais je dirais l'équilibre dont on parle, c'est pas je passe la moitié de ma vie à travailler et l'autre moitié à faire d'autres choses qui me plaisent. C'est pas, c'est pas la mesure entre les deux, comment? Quantitativement, il y a pas de règle. C'est chacune qui établit les règles selon sa personnalité, son caractère, la pression du moment. On en parlait. Il y aura des moments où il y aura plus de pression de travail que des moments où il y en aura moins. Donc, en revanche, ce qui, je crois, et je pense que beaucoup de gens vont être d'accord avec moi, est absolument indispensable,
c'est d'avoir des moments de respiration, c'est-à-dire des moments où on décroche son cerveau. Enfin, je pense que ce que Gwenaëlle disait à propos du cerveau et de son fonctionnement, c'est complètement vrai et c'est complètement vérifié par beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire qu'on ne perd pas son temps en allant au cinéma, en allant papoter avec des amis autour d'un thé, en allant à la piscine, ou etc. On ne perd pas son temps, c'est-à-dire c'est utile aussi pour votre thèse. À partir du moment où, quand vous revenez, vous avez votre cerveau va être plus efficace, comme disait Gwenaëlle, et vous vous sentez mieux. Parce que ça soit pendant la thèse ou pendant la vie professionnelle, euh, moi je connais des gens qui travaillent énormément, vraiment beaucoup, qui passent voilà, leur week-end à écrire des papiers, voilà, etc. Mais ils ont des activités. Même s'ils prétendent travailler tout le temps, en fait, on s'aperçoit en discutant un peu avec eux que ils vont faire du rallye, du VTT, qui vont, voilà, donc, qui vont, et puis ils prennent des vacances aussi. Je connais pas beaucoup de scientifiques qui prennent pas un petit peu de vacances. Donc en fait, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps au travail, mais les moments qu'on passe pour soi, alors ça peut être un ciné, et si sur le parcours du ciné vous êtes préoccupé par une question, c'est pas mal. C'est juste, voilà, vous êtes préoccupé par une question, ça vous trotte dans la tête, mais pendant la séance de cinéma, vous regardez le film quand même. Et puis après, vous en parlez avec vos amis. Donc c'est ça qui est important, c'est que à un moment donné, vous décrochez et vous faites quelque chose qui vous fait du bien. Ouais. Et ça, je pense que c'est ça qui est important. C'est pas le pourcentage de temps en fait. Vous allez l'ajuster, comment dirais-je, en le faisant empiriquement, je Il y a pense. Maya, oui, parce qu'en fait, le temps passe vite. Pardon, On peut excusez-moi. passer à d'autres questions. Il y a Maya qui a levé la main. Oui, merci. Moi, je voulais rebondir sur la question du contrat de travail. Donc, quand on est financé, effectivement, on a un contrat de travail, mais qui est très flou. Il n'y a pas marqué un nombre d'heures par semaine, par mois. Il n'y a pas non plus marqué la présence de congés ou pas. Donc, je trouve ça difficile de savoir combien d'heures dédiées à son travail. Et dans mon cas, en fait, moi, je suis doctorante en histoire, donc j'ai pas de lieu de travail, j'ai pas de bureau dans mon labo. Et donc, je peux pas, comme avec des collègues, se dire, bah, je suis de telle heure à telle heure au labo, après, je m'en vais. C'est-à-dire que moi, je travaille dans des centres d'archives quand je consulte des archives, ou bien chez moi, ou dans des bibliothèques universitaires, un peu là où je peux. Et je trouve ça assez difficile de savoir, voilà, enfin, d'organiser son temps, puisqu'il y a pas de cadre externe qui le fixe. Mm. Alors, peut-être je me suis mal exprimée au début, mais j'ai pas dit qu'il fallait qu'on définisse une heure de commencement de travail et une heure de fin. Justement, c'est le contraire en fait, hein. Euh, Par contre, en termes de PhD, moi, bon, alors, j'ai pas le souvenir de mon contrat de thèse et je sais pas ce qui est écrit dans les vôtres, mais j'aurais tendance à penser que nos métiers, c'est des missions qu'on a. On a une mission qui est voilà, ton sujet de thèse, c'est de répondre à telle question. Donc ta mission, c'est au bout des 3 ans ou des 4 ans ou des 5 ans, je ne sais pas, d'avoir essayé au mieux de répondre à cette question. Et après, c'est toi qui organises ton temps et la façon dont tu vas le gérer, non? Tu as Ah oui, c'est l'impression que ça, tu mais dois. bah, je trouve ça très difficile en fait parce que effectivement la thèse, enfin moi j'ai un contrat de 3 ans, mais en histoire c'est toujours au moins 5 ans, disons. Mhm. Et sur 5 ans planifiés, sur combien d'heures par semaine on travaille, c'est vrai que je trouve ça assez difficile. Enfin, je sais pas s'il y a des conseils quelque part, des indications selon les disciplines qui pourraient donner un peu des guides. Alors, je sais Moi, pas, mais encore une fois, c'est pas, je me suis peut-être mal exprimée, hein, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire en tout cas. Sur qu'il faut établir un nombre d'heures à travailler ou par jour, non, par j'entends semaine ou bien, par mais mois, moi, hein. c'est une demande que j'ai. J'aimerais bien Ah, avoir un guide, en fait, pour savoir comment m'organiser, pour m'aider, en fait, dans mon organisation. C'est plutôt ça que je disais. d'accord, d'accord. Gwenaëlle, oui.
Tu dois avoir, je te dis tu, hein, excuse-moi Maya, mais enfin, non, c'est de voir, il doit y avoir ça doit être contingenté ça au niveau de ton employeur quand même. Tu dois avoir droit à des jours de travail, tu dois même les déclarer quelque part. Donc après l'amplitude, le volume horaire de telle heure à telle heure, moi je sais que c'est un labo de recherche, pourtant, et ben nous on doit être en présentiel ou on a droit à tant d'ans de télétravail, 30 jours de télétravail, tout ça c'est mis dans ton contrat de travail, Non, retourne-toi au justement, niveau de la RH, alors à ce moment-là. je vais essayer de voir parce qu'effectivement, il n'y a rien qui est mentionné dans mon contrat de travail. Normalement, bah, vois avec la RH. Et sinon, je pense un truc qui peut être d'une manière générale pour tout le monde. Alors, je ne dis pas que je le fais, mais c'est quand on est à la maison, on est à la maison. C'est pas facile, hein. Et quand on est, enfin, je veux dire, quand on est à la maison à s'occuper de ses enfants, on ne culpabilise pas de ne pas être en train de finir et d'être encore à la réunion. Et quand on est à la réunion, on ne se bat pas la coule parce qu'on n'est pas à la crèche ou à l'école ou à la réunion FCPE. C'est pas évident, mais c'est un mindset. Il faut assumer. Il faut dire à son cerveau, j'ai pris cette décision, j'assume. On va vous envoyer des petits liens à la suite de podcasts qui pourraient vous aider. Et là encore, c'est vrai que ça dépend des domaines dans lesquels vous êtes chacune, histoire, sciences un peu plus dures, on va dire. Je pense que vous êtes les mieux placés pour savoir un petit peu en vous connaissant vous et le travail que vous devez mener, quel temps de travail vous pouvez accorder à votre thèse et quel temps de repos vous avez besoin pour pouvoir bien effectuer ce temps de travail, quoi. Ça, c'est peut-être un travail. Je veux dire, je ne sais pas si c'est... Bon, évidemment, il y a le contrat, il faut le respecter, mais est-ce qu'un contrat te dit il faut travailler tant d'heures? Si ça ne correspond pas à ton rythme, est-ce que c'est... je ne sais pas. À réfléchir. David? Oui, je voulais réagir à différents points. Je pense qu'en effet, puis pour rassurer Maya ou autre, en fait, en effet, moi j'aime bien penser que c'est des missions, on a des objectifs, hein. Et donc là, c'est le rôle aussi de vos encadrants. C'est le rôle de vos directeurs de thèse. Si à un moment donné, vous êtes un peu perdu sur, ben, j'ai du mal à m'imaginer sur 5 ans, les échéances, où je dois en être à en fait, s'il faut, on va avoir des étudiants qui vont être assez autonomes suivant les matières et qui d'eux-mêmes vont être assez bien organisés, peuvent venir vers nous s'ils ils se sentent un petit peu en retard en comparant avec d'autres doctorants, etc. Et puis on en a justement où on a besoin d'être plus présent et on s'aperçoit que c'est important de mieux cadrer. Mais donc ça, c'est le rôle de l'encadrant. Il faut surtout pas hésiter à aller voir votre encadrant pour lui dire justement, ben, j'ai une inquiétude, j'ai du mal à imaginer finalement, est-ce que le travail que j'effectue, il correspond à ce que vous attendez? Est-ce qu'on peut faire des échéances à ce moment-là? On fait un point plus régulier, on se donne des échéances à 3 mois, à 6 mois, ou sur des périodes plus courtes. Donc ça, c'est le premier point. Après, c'est vrai, pareil pour rassurer tout le monde, bah, chacun va mettre son curseur où il l'entend sur l'équilibre. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir aussi des moments même si on a plaisir à faire notre métier, plaisir à porter notre sujet de thèse, et puis ensuite plaisir à porter nos projets. C'est important aussi de temps en temps de déconnecter en effet. Et après, ben, chacun met son curseur là où il le souhaite. Justement, parfois de façon très efficace, 1 heure de méditation, 1 heure de sport ou quoi que ce soit suffira sur une semaine pour certains. Et puis d'autres auront besoin d'un temps plus long, d'activités plus physiques que psychologiques. Et je pense qu'il faut aussi que vous soyez tous conscients et conscientes que finalement, nous les encadrants, on sait que si on a un doctorant, une doctorante qui n'est pas bien dans sa peau, ou qui est entré pressuré ou quoi que ce soit, de toute façon, elle va perdre en efficacité et il y aura des retombées négatives pour tout le monde. Donc votre encadrant, il faut aussi qu'il comprenne que justement, si à un moment donné, il y a trop de pression, la conséquence, ce sera aussi sur l'encadrement, les relations, et c'est pas pour ça que le travail avancera plus. Voilà, et le dernier point, ben, c'est aussi à vous de vous organiser, parce que sur 3 ans de thèse, on sait aussi qu'il y a des périodes, si je prends l'exemple des sciences, par exemple, il y a des périodes, on a des purifications, il y a des produits qui sont instables, parfois on va terminer à 20 heures, à 21 heures, on va avoir 2 jours de gros coups de bourre. Et puis par contre, à d'autres moments, justement, pour être plus efficace, c'est intéressant d'être chez soi, ou en tout cas de s'isoler
et de couper complètement. Pas de mail, pas être perturbé, avancer sur la bibliographie, se concentrer sur un sujet, etc. Et ça, c'est aussi à discuter avec votre encadrant. Moi, je sais que j'ai aucun problème à faire en sorte à accepter que mes étudiants en thèse, de temps en temps, en fonction des périodes sur les 3 ans de thèse en chimie, et ben finalement, il y a des périodes où ils bossent chez eux. Par contre, on se fixe des objectifs. Donc, c'est-à-dire, bon, bah, t'as 2 jours pour me faire un petit support de 5 minutes, pour faire un bilan des 3 derniers mois. C'est sûr que s'il prend 2 jours, il est pas là, et puis quand il arrive, eh ben, il a rien fait, on va en discuter. D'accord? Mais par contre, il sera beaucoup plus efficace chez lui plutôt que d'être au labo. Donc voilà, donc tout ça, ça se discute et ça s'adapte en fonction du contexte, de la thématique, et puis et en bonne intelligence avec aussi votre encadrant. Merci David. Il y avait dans le chat un message de Caroline qui disait donc je ne suis pas la seule sûrement à penser aussi que le périmètre des tâches est souvent déséquilibré entre hommes et femmes, avec une supposition peut-être inconsciente que la femme est plus à même de prendre en charge des tâches altruistes pour la communauté euh, d'une équipe, quand d'autres, souvent des hommes, restreignent leur activité à des tâches qui leur sont strictement personnelles et dans le scope de leur perspective de carrière uniquement. Comment faire prendre conscience de ces déséquilibres dans une équipe? C'est une excellente question et j'avoue que moi je me bats au niveau de mon unité pour ce type de questions. Donc comme vous pouvez voir, je suis pas sûre qu'il y ait encore de bonnes réponses. Et c'est quelque chose en effet que alors je peut-être pas généralisé, mais qu'en tout cas moi je vois dans mon institut où les femmes prennent plus de responsabilités collectives, donc qui vont finalement prendre sur leur temps de recherche pour le bien de l'institut ou de la collectivité. Et il y a un peu moins d'hommes aussi qui font ça. Là, on revient exactement à la même question quand on a des enfants, de se dire que les tâches ménagères et l'éducation doivent être partagées et pas simplement pris en charge par une des deux, plus par une des deux parties. C'est un point extrêmement important, hein, pour pas que voilà, il y ait une charge trop importante sur nos épaules. Alors, moi, ma réponse, je vois que David a enlevé va proposer une réponse aussi. Moi, j'avoue que maintenant, encore une fois, je pense que c'est sur vous-même que vous pouvez avoir une action. C'est-à-dire que je me propose pour une tâche collective, puis tiens, il faut faire autre chose, personne ne se propose. Ah, je me dis, bah, je vais y aller, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là, je me dis à un moment donné, bah non, j'y vais Ouais. pas. Parce que j'en ai déjà une, que si j'en prends une deuxième, c'est encore du temps en moins sur mon travail de labo, et que quand il faudra soutenir ma thèse ou présenter un concours ou une avancement de carrière, bah mon dossier sera moins bon que celui d'à côté parce que finalement, j'aurais fait peut-être moins de recherches. Donc, c'est moi-même qui évalue le temps que j'y passe et le temps que je veux y passer, et je sais, et je dis non à un moment donné. Voilà. Il n'y a Tout que à vous fait. qui pouvez agir sur vous-même, hein, finalement, et c'est la meilleure action que vous puissiez faire. Oui, oui, moi j'allais dire la même chose, c'est-à-dire que vous avez le droit de dire non, il faut surtout vous assumer. Vous avez pas, il n'y a aucune obligation à dire oui. Donc à un moment donné, si vous estimez que c'est trop, et personne, après les gens ils pensent ce qu'ils veulent, mais surtout pas culpabiliser. Et après, c'était juste un point plus rassurant aussi, justement ces aspects collectifs, l'altruisme, etc., sont énormément pris en compte aujourd'hui au niveau des carrières, hein. Ça a bien évolué par rapport à il y a 10, 15 ans. Et étant dans les comités CNRS, je peux vous assurer justement qu'aujourd'hui, c'est pas les dossiers les plus, on va dire, les meilleurs en termes de publication, par exemple, qui sont promus, hein. C'est vraiment des dossiers très équilibrés et les tâches collectives, enfin, ce qu'on appelle les tâches collectives, justement, le travail pour la communauté, est bien souvent beaucoup plus important finalement que la qualité des publications. Par exemple, pour Ça passer dépend, des ça R. dépend des tâches collectives, David, hein, parce que Bon, tâches peut-être collectives, s'occuper de vider les poubelles et eh les ben, oui, alors ça, ça se c'est autre valorise pas chose. aussi bien que de diriger une équipe. Tu vois ce que je veux dire en termes de Oui, oui. responsabilité, hein. Mais ça, je suis d'accord. Mais sinon, par contre, justement, prendre une responsabilité au Officiel, niveau des j'insiste. formations, au niveau justement vous impliquer dans les commissions, dans les conseils de laboratoire en tant que représentant des doctorants, etc. Tous ces aspects-là, en fait, quand on a un dossier de collègues qui arrive, il peut être excellent en scientifique. Avoir une reconnaissance internationale, je veux dire, mais s'il fait rien pour l'ensemble de ses collègues, en fait, de toute façon, il passera pas.
Et ça, c'est une évolution très forte et qu'il faut encourager. Il faut se battre pour justement aller encore dans les curseurs les plus loin possible dans ces aspects-là. Parce qu'en effet, et ça permet justement aujourd'hui de rééquilibrer aussi au niveau des promotions, en faisant évoluer ces critères d'évaluation. En fait, ça légitime encore plus, je veux dire, les promotions de nos collègues femmes qui, en effet, historiquement, se sont beaucoup plus investies et ont pris des responsabilités qui sont chronophages et qui jusqu'à présent, en fait, nuisaient à leur évolution de carrière. Mm. Et donc, Gwenaëlle précise, donc prendre une responsabilité collective est visible, ne pas oublier de le mettre dans son CV. Mais pour le mettre dans son CV, il faut que vous soyez officiellement investi de cette responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui font des choses et puis c'est noté nulle part. Donc, en fait, personne ne le sait. Et quand, justement, dans les dossiers de carrière, on vous le notez, si c'est pas indiqué quelque part, voilà. Donc, et ne faites pas les choses. Si on vous demande d'avoir une responsabilité, il faut que vous le soyez officiellement, pas officieusement. Faites attention à ça, hein. Et oui, donc très bien, je rejoins David, hein, sur ce type de responsabilité. Bon, après, au niveau thèse, je ne suis pas sûre que pour soutenir sa thèse à ce niveau-là, ce soit quelque chose qu'on regarde. Évidemment, là, c'est vraiment important que vous vous concentriez principalement sur votre projet de recherche. Mm. Une autre question? Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Bon, je peux faire une petite récap déjà, puis si vous avez des questions, on pourra terminer, hein. Donc, on a mentionné qu'il était important de trouver du temps pour soi, hein, pas pour ses enfants, ses parents, ses amis, enfin ses amis oui, mais c'est-à-dire faire quelque chose qui nous permette de nous échapper un peu, de se ressourcer. Donc on a parlé de sport, de faire de la musique, d'aller danser, voilà, quelque chose qui vous plaît beaucoup et qui vous permet vraiment de faire tout autre chose, ça c'est important. On a parlé aussi donc là, à l'instant, les responsabilités, hein, ça peut être très utile dans un dossier. C'est important parce que sinon, évidemment, hein, le labo ne peut pas fonctionner, mais faites bien attention de ne pas porter plus de responsabilités que les autres. Il faut partager cette charge-là. Donc, quand vous en avez déjà euh, en charge, n'acceptez pas d'en prendre au-delà de ce qui est raisonnable. Savoir dire non, ne pas culpabiliser. Ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Organiser son temps, donc avec des to-do list, par exemple. Dans ces to-do list et puis dans ces points que vous allez mettre dans vos to-do list, essayez d'identifier le temps que vous voulez consacrer à chaque action. Ça aide. Et puis essayez de vous y tenir de manière organisée avec toute la liste de choses que vous avez à faire. Essayez aussi cette liste de faire deux colonnes avec les urgents et les importants et ne pas donner ne pas dédier ne pas vous laisser totalement submerger par les urgents. Faire des choses qui sont importantes mais pas forcément urgentes, c'est important. Voilà, savoir finalement, on l'a mentionné rapidement, mais je trouve que c'est un point important. Dire à un moment donné, ben voilà, là, ça va pas être possible. Il y a trop de choses en ce moment, donc je mets en stand-by un aspect. Je dis que finalement, je peux plus m'occuper d'une, d'une responsabilité pour que vous puissiez vous recentrer sur les choses importantes bah, de votre sujet de thèse, mais aussi du temps que vous dédiez à votre vie personnelle et pour vous ressourcer, prendre des vacances. On a dit, si je me souviens bien, c'est important les vacances. Moi, j'avoue, hein, je m'en rends compte, quand je reviens d'une semaine de vacances, je travaille super bien la semaine qui suit, mais vraiment, je suis très efficace. Donc, en fait, vous gagnez du temps au final, vous n'en perdez pas en vacances. Camille, Gwenaëlle, est-ce que j'ai d'autres choses oui, vas-y, que j'aurais oublié de mentionner? Non, pour moi, tout est là. J'avais quand même enfin, un petit commentaire. Pour la personne, je crois que c'est Maya, mais je veux pas stigmatiser. Si on nous dit 3 ans de thèse, tu bosses, c'est un sacerdoce, tu rentres dans les ordres et après tu respireras, je pense que c'est pas vrai. C'est comme tu l'as dit, le postdoc, c'est encore après, c'est pas une vie. Ça régénère pas, ça fait pas de la bonne science, ça fait pas des personnes épanouies et puis c'est un burn-out à 40 ans, je pense. Ça, après, si c'est un choix et si c'est une façon d'être et que c'est pas, mais tant mieux en fait. Mais je me demande à ce moment-là pourquoi
Maya, tu t'es inscrite à ce cercle de discussion. Si c'est pas une question pour toi, mais je veux pas spécialement la réponse, c'est juste que ça m'intrigue. Voilà, je me permets de poser cette question-là parce que si ça te pose pas de soucis, ça t'intéresse quand même puisque tu t'es inscrite au cercle et je te remercie. Mais voilà, c'est juste ça, ça m'intrigue. Voilà, c'était juste, Alors, c'était pas moi. Moi, je fais c'était des pas activités Maya. à côté. Ouais. D'accord. Ah, mais peut-être qu'elle est partie, elle s'est déconnectée alors, peut-être. Bon, excuse-moi, Maya. Enfin, voilà, non, c'est juste, ça m'avait intriguée. En tout cas, je pense que moi, pour connaître des personnes qui sont super fortiches en sciences, et je ne parle pas de mes copines du comité du mentorat, et c'est un équilibre, et un équilibre aussi psychique. Voilà. Si vous voulez pas, on est passionné, oui, on est passionné, on adore ce qu'on fait, mais pour garder cette passion-là, je pense qu'il faut rester équilibré. Voilà. Et doser selon vous. Voilà. Et par rapport aux missions, j'ai vraiment apprécié ce que tu as dit, Julie. Moi, ça m'a, ça m'aide aussi. Oui, 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 c'est des missions, hein, c'est qu'on a, voilà. Et c'est vrai que bon, tout à l'heure, j'ai entendu, je crois que c'était Inara, oui, la thèse, ça vous semble hyper dur. Moi, j'ai vécu ça aussi. Puis quand je suis arrivée en postdoc, je me suis dit, oh là là, la thèse, c'était cool, hein. Franchement, le postdoc, c'est carrément 4 crans au-dessus. Et quand je suis arrivée CR, eh ben, c'était encore 4 crans au-dessus. Et c'est là où avec le recul, on se dit, mais l'équilibre de vie, c'est dès le début, en fait. C'est pas une question de plus tard, j'aurai plus de temps, plus tard, ce sera plus simple, plus tard. Non, c'est dès maintenant, c'est une hygiène de vie. Il faut que vous arriviez à prendre du temps pour vous, à trouver ce qui fonctionne avec vous, le temps qui est nécessaire, et on est tous différents. Et encore une fois, cet équilibre évolue. On est sur un vélo, ça évolue, et donc ne soyez pas étonnés qu'à un moment donné, ce que vous faisiez qui fonctionnait ne fonctionne plus, et qu'il faille retrouver un nouvel équilibre. Voilà. Et franchement, pas de culpabilité, hein. Il faut essayer de vous débarrasser de ce sentiment parce que il marche tellement bien sur nous, les femmes. On a été formatés pour ça et on n'a vraiment aucune raison de culpabiliser parce que je trouve qu'on en fait beaucoup plus, hein. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un, 3 minutes, une dernière, Françoise, oui? Oui, enfin, alors je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais ce que je veux vous dire, c'est que plutôt vous, vous arriverez à trouver, parce une fois qu'on, bon, il y a toujours des moments où ça se déséquilibre et puis il faut compresser, mais une fois que vous aurez compris à quel point ces moments de respiration vous sont nécessaires pour aussi être à fond et profiter du plaisir que c'est de faire de la recherche, et ça vous servira toute votre carrière et vous serez d'autant plus, enfin moi je rejoins complètement Gwenaëlle, vous serez d'autant plus épanouie et heureuse. On a un métier passionnant, donc on est consentant quand enfin je devrais dire consentant parce que c'est vrai aussi pour les garçons, mais quand on se laisse happer par, enfin voilà, c'est un engrenage. On a un résultat et il y a 5 nouvelles manips à faire et donc voilà, il y en a toujours plus. C'est jamais fini. Moi, quand je devais partir à la retraite, mais et que j'ai dit quand mes enfants m'ont demandé quand est-ce que tu pars à la retraite, je leur ai répondu quand j'aurai fini ce que je suis en train de faire. Et ils se sont marrés, ils m'ont dit, mais maman, c'est jamais fini ce que tu fais. Et effectivement, j'ai laissé tomber des trucs qui n'étaient pas finis. Donc, en fait, il faut se dire, on a besoin de, c'est intrinsèque, quoi. Ça devrait faire partie du boulot, d'aller se changer les idées ailleurs. Voilà, ce que je voulais dire. Merci Françoise. Et voilà, on a eu une belle discussion. On vous enverra un compte-rendu qui est de cette réunion, mais qui fait aussi un mix avec les réunions sur ce cercle de discussion des années précédentes. Comme ça, s'il y a des points qu'on n'a pas abordés, bah, vous pourrez les lire. Je vois que Gwenaëlle a fait aussi une référence, je vais la prendre pour l'ajouter dans le compte-rendu sur des livres ou des podcasts qu'on a pu écouter. Si vous en avez vous-même que vous voulez partager, n'hésitez pas à m'envoyer la référence. Je l'ajouterai dans le compte-rendu. Voilà, et puis comme ça, ce sera un compte-rendu dynamique d'une année sur l'autre, mais aussi avec vos inputs. Voilà. Je pense que c'est le mot de la fin. Merci à toutes d'avoir participé à ce cercle de discussion.
Et puis à très bientôt pour le prochain atelier ou cercle. Et je suis désolée, là comme ça, je ne sais pas lequel c'est, mais si vous allez sur le Padlet, vous verrez toutes les informations en direct. Voilà. Bon après-midi à toutes. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. T'as arrêté l'enregistrement?